Salut à toutes et à tous, c'est le rebelle capitaliste, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Petite vidéo sur un texte que j'ai écrit et qui me semblait intéressant sur la spéculation. Alors la spéculation aujourd'hui me semble avoir une très mauvaise presse malheureusement parce qu'elle est souvent associée finalement à toutes ces grandes institutions qui profitent de leur position pour avoir des délits d'initiés, pour avoir des informations dont ne bénéficient pas les autres et avoir des protections dont ne bénéficient pas les autres. En gros, pile je gagne, face je ne perds pas. Et c'est ça qui horripile les gens à juste titre, mais il me semble que cela ne relève pas de la position intrinsèque de la spéculation, mais que cela relève plutôt d'une situation, d'un moment dans le capitalisme qu'on appelle le capitalisme de connivence, ou qu'on pourrait appeler un capitalisme vieillissant, de vieillesse, ou un capitalisme corrompu, nécrosé. Qui fait que, en réalité, tous ces grands groupes, toutes ces grandes positions qui ont été acquises par le temps et via la méthode capitaliste, c'est-à-dire la libre concurrence, la propriété privée, etc., eh bien, tous ces grands groupes, tous ces grands capitalistes, finalement, qui sont arrivés à ces positions, une fois arrivés à ces positions, eh bien, ils souhaitent les maintenir. Et c'est très difficile dans le capitalisme de se maintenir à une position. Il faut sans cesse innover, sans cesse être au top, parce que l'énergie continue à couler, parce que, le monde continue à bouger, les cycles continuent à se réaliser. Et donc, évidemment, il est plus facile de prendre contact avec des politiciens, de graisser la patte à des institutions, de faire de la publicité, etc., plutôt que de continuer à innover et de continuer, si vous voulez, à renouveler le corps social qui est une entreprise avec toutes ses capacités de rebond et d'innovation. C'est très difficile de faire ça sur la durée. On est des êtres humains, donc on a toujours des hauts et des bas, et forcément, on a aussi des cycles dans nos énergies, je dirais. Tout simplement au niveau individuel, évidemment, avec la jeunesse et la vieillesse, mais il y a aussi des cycles de génération et évidemment aussi au niveau des entreprises, il y a des cycles de génération, de recrutement, etc., qui font qu'à un moment donné, l'énergie va diminuer et on va avoir moins de coups de boost, en gros, pour continuer à se maintenir au top niveau. Et donc, il est plus facile à un moment donné de rentrer dans le capitalisme de connivence. Alors je dirais que ce capitalisme de connivence a toujours été une part inhérente au capitalisme de par la nature humaine. La nature humaine est ainsi faite qu'il y a toujours eu de la corruption, il y a toujours eu de la connivence entre les élites politiques, économiques, religieuses, intellectuelles, etc. Et c'est normal. Mais ce que permettait le capitalisme sain, le capitalisme libéral, bref, le libéralisme, c'est justement régulièrement de secouer le cocotier et de mettre en place des conditions qui faisaient qu'il y avait une concurrence qui était effective et qui permettait à sans cesse des nouvelles personnes, de nouvelles idées de s'imposer et de renouveler tout ça. Bref, la destruction créatrice de Schumpeter, vous connaissez ça probablement, c'est comme dans le cœur humain, on se détruit et on se reconstruit sans cesse, et bien dans l'économie c'est pareil. Le problème c'est quand justement, de par les aléas de l'histoire, les cycles historiques et aussi les cycles de génération, vous avez à un moment donné une génération qui souvent pour des raisons démographiques, je pense par exemple au baby boom, vous avez une génération vieillissante qui va s'imposer par rapport aux plus jeunes et qui va avoir tendance naturellement, je dirais sans forcément l'avoir intériorisé et l'avoir conscientisé, eh bien elle va avoir tendance à se maintenir via donc des expédients plus ou moins honnêtes, via la corruption, voire des leviers d'influence qui ne sont pas strictement économiques et qui n'ont pas de rapport vis-à-vis de la méritocratie économique. Et donc là, on commence à avoir une nécrose, c'est-à-dire que l'économie commence à ralentir, vous avez une vélocité qui commence à ralentir, vous avez tout qui commence à se ralentir, et donc vous commencez à avoir une nécrose. C'est comme dans le corps humain, la fonction précède l'organe, et donc quand vous ne bougez pas votre poignet devient un tronc d'arbre. Littéralement, je sais, ça m'est arrivé il y a quelques mois. C'est la raison pour laquelle, parenthèse, quand vous pétez le poignet comme je me suis cassé le poignet, eh bien, on vous opère et on vous plâtre rapidement en vous disant le plus rapidement possible, on enlève le plâtre. Parce que vous avez assez rapidement une exponentielle qui se crée sur le fait de ne plus bouger
le poignet, ne plus bouger l'articulation, égale ne plus avoir d'articulation. C'est-à-dire que vous avez une rigidité qui se forme et qui était incroyablement rapide. Ça m'a surpris. En 2 semaines, littéralement, votre poignet ne peut plus bouger, ou quasiment plus. Et donc, vous devez rapidement enlever votre plâtre et vous faire des séances de kiné, etc. Et donc, ils ont trouvé une sorte de compromis entre le fait qu'en 2 semaines, l'os se soit suffisamment renforcé, et donc vous mettez une orthèse, et donc ils vous enlèvent le plâtre, mais bon, il faut faire attention quand même, parce que l'os n'est quand même pas réparé en 2 semaines, mais en 2 semaines, il faut commencer quand même à rebouger rapidement, parce que sinon, vous perdez votre poignet, quoi. Littéralement, ça devient un tronc d'arbre, le truc. Donc, c'est là que vous comprenez, dans votre chair, que la fonction précède l'organe. Eh bien, c'est la même chose dans l'économie. Dans le corps humain, c'est quand le corps humain commence à ralentir, quand vous commencez à avoir des stases, des tumeurs, etc., vous commencez aussi à avoir des nécroses, vous commencez à avoir des pertes de fonction, et donc des pertes d'organes. Et dans l'économie, c'est pareil, quand vous commencez à avoir une économie qui ralentit, une économie qui commence à avoir des stases, une économie où vous commencez à avoir du capital qui commence à s'accumuler à des endroits où il ne devrait pas s'accumuler, littéralement, vous avez des tumeurs économiques. Et dans ce cas-là, c'est l'ensemble du corps économique qui commence à moins bien bouger, et donc à avoir de moins bonnes fonctions, et donc à avoir de moins bons organes, en gros. Et donc vous êtes dans le capitalisme de connivence. C'est ce qu'on connaît, je dirais, depuis maintenant quand même peut-être le début des années 90, parce que nous avons eu un sursaut libéral dans les années 80, mais je dirais depuis l'ère Clinton, aux États-Unis notamment, et même plutôt en France, parce qu'en France on n'a pas eu vraiment de ressaut malheureusement. Je dirais en France... le problème, c'est qu'on n'a pas eu de ressaut depuis les années 60, en fait, en France. Donc vous avez une situation de nécrose qui se met en place, une situation de capitalisme de connivence, et les gens se disent, mais il y a des situations qui ne sont pas justifiées et qui bénéficient néanmoins de rétribution capitale. En gros, vous avez les grandes banques qui font n'importe quoi avec notre argent, et alors quand tout va bien, eh bien elles encaissent, et quand tout va mal, eh bien c'est nous qui payons pour elles, littéralement, parce qu'elles ont quand même une fonction sociale. Donc non seulement les banques, les grandes banques, qui ont des positions quasi monopolistiques ou oligopolistiques, les grandes banques usurpent leur fonction sociale, mais elles ont quand même une fonction sociale dont elles se rappellent quand ça va mal, suffisamment mal pour qu'il faut venir faire des bail-outs, il faut venir rajouter de l'argent comme ça avec nos impôts. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre la spéculation et le capitalisme de connivence, et la spéculation, qui est une part de l'économie, est aussi malheureusement, je dirais, a une propension aussi à forcément, étant une partie de l'économie, à connaître les travers, à avoir une répercussion des travers de l'ensemble du tout sur cette partie qui est la spéculation. Voilà. Donc si en gros l'économie est en situation de capitalisme de connivence, eh bien vous aurez dans la spéculation aussi une situation de spéculation de connivence. Voilà. Et ça, c'est extrêmement négatif, parce que évidemment, vous avez des rétributions qui sont injustifiées, vous avez des prix qui ne correspondent pas aux valeurs, et donc vous avez quelque chose de mauvais qui se met en place. Je voudrais simplement rajouter une chose, c'est que en dehors de tout ça, il y aura toujours de la spéculation. C'est comme tout un tas de choses dans l'humanité, je dirais, plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, peu importe. Mais il y aura toujours certaines choses dans l'humanité. Vous ne pourrez pas les en empêcher. Vous ne pourrez pas empêcher notamment les êtres humains de prendre des stupéfiants. Il y a tout un tas d'activités comme ça que vous ne pourrez pas empêcher. D'accord ? Donc l'idée, c'est évidemment que les gens s'empêchent eux-mêmes à travers la morale, à travers la conscientisation de leur propre turpitude, de leur propre faiblesse et des conséquences pour eux-mêmes. Et donc, il y a toute une structuration, je dirais, naturaliste de l'économie qui est en place, de fait, qui existera toujours. Et donc, tout ça pour dire que la spéculation, ça existera toujours. Vous aurez toujours de la spéculation. Et ça me fait penser à cette parabole du Christ, voilà, parabole peut-être un peu osée, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand il se fait laver les pieds par Marie-Madeleine. Ok, Marie-Madeleine, elle achète un parfum très cher, très embaumant, vraiment une odeur divine, et elle arrive, et donc avec ses cheveux, elle trempe ses cheveux dans ce parfum qui est magique, qui est magnifique, et elle lave les pieds du Christ avec, ok ?
Et là, vous avez Judas qui arrive et qui dit, non mais oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as littéralement claqué tout ton pognon dans un parfum pour laver les pieds. Alors, du Christ, ok, très bien, mais quand même, tout un parfum, enfin, tu as claqué quasiment la moitié de ta fortune pour ça. Je dis ça comme ça, mais en gros, pour lui, ça semble être une fortune vraiment extraordinaire, ce parfum, quoi. Un prix vraiment exorbitant. Et Judas dit, mais attends, Jésus, imagine quand même 2 secondes si on avait utilisé l'argent de ce parfum pour le mettre dans notre cagnotte, en gros, d'aide sociale, d'aide caritative, et pour aider les pauvres, quoi. T'imagines quand même tous les pauvres qu'on aurait pu aider avec ça. Et là, le Christ se retourne et donc lui dit très calmement, déjà, bon, mollo, calme-toi, 2 secondes, s'il te plaît. Premièrement, il y aura toujours des pauvres et il y aura toujours des riches. En gros, Judas, c'est pas parce que tu vas aider les pauvres qu'il n'y aura plus de pauvres. Il y aura toujours des pauvres et il y aura toujours des riches. Par contre, moi, je ne serai pas toujours là. D'accord ? Donc, prends conscience que, ok, c'est très bien de faire du bien dans le monde, c'est très bien de faire des œuvres, etc. Mais à un moment donné, le principal, c'est ce que je te dis. Et ce que je te dis va t'apporter la vie, littéralement. Voilà. En gros, c'est le sens des priorités. Le sens des priorités, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Et je le dis aussi, il y aura toujours de la spéculation. Vous aurez toujours des gens qui ne spéculent pas, qui n'en auront rien à cirer de l'investissement, qui n'en auront rien ciré de l'argent, de comment travaille leur capital, etc. Très bien pour eux, qui vont claquer tous les mois tout ce qu'ils ont, etc. Ok, il y a des gens, l'argent leur file entre les doigts. Voilà. Et ils n'en ont rien à foutre. Bon, très bien. Mais il y aura aussi toujours des spéculateurs, des gens qui vont prendre de la hauteur et qui vont analyser tout ça. Ensuite, petite parenthèse, donc pour fermer cette parabole de la Bible, la Bible dit, oui, mais comme entre parenthèses, comme un petit PS en filigrane, oui, bon, au fait, Judas, il gérait en effet la bourse commune, et peut-être qu'il tapait un petit peu dans la bourse de temps en temps. Donc peut-être qu'il avait intérêt à ce que Marie-Madeleine, plutôt que d'acheter son parfum et de claquer tout son argent dans un parfum, voilà, peut-être que ça aurait été bien de le mettre dans ma bourse parce que ma bourse, c'est moi qui la gère. Et voilà. Voilà. Et puis, donc, Jésus finit en disant, écoute, Marie-Madeleine, ça lui fait plaisir. C'est sa façon de lui rendre hommage. C'est sa perception de la valeur. C'est sa perception de la valeur. Donc, Marie-Madeleine a claqué un argent fou dans ce parfum. Pourquoi ? Parce que pour elle, c'était une bonne affaire. Tout simplement, il y avait un bon rapport qualité-prix à ce moment-là pour elle. Parce que la valeur qu'elle attribue au geste qu'elle me fait en ce moment est infinie, est positivement infinie ou quasi infinie. Alors que le prix de son parfum, il lui a coûté peut-être quelques années de travail. Mais pas face à ces quelques années de travail et d'effort, ça ne vaut quasiment rien par rapport à la valeur du geste qu'elle me fait, à la valeur qu'elle intériorise, la valeur subjective qu'elle donne par ce geste. Et ça, c'est très important parce qu'on retombe sur l'école de Salamanque, on retombe sur l'école autrichienne, on retombe sur toute cette école naturaliste et subjectiviste de l'économie qui vous dit en somme quoi ? Qui vous dit que c'est normal, à un moment donné, que le prix dépende de la valeur et que la valeur soit subjective et qu'elle soit perçue par la personne. Vous pouvez fortement valoriser un bibelot, une bague, un bijou, même qui n'est pas précieux, mais qui a une valeur familiale, subjective, fondamentale pour vous. Pour vous, cet objet peut être ridicule aux yeux de tout le monde. Pour vous, cet objet aura une valeur infinie et ne sera même pas vendable. Eh bien, c'est ça, l'économie. L'économie, c'est que vous avez, à un moment donné, certaines valeurs qui sont évaluées par le corps économique, naturellement, je dirais, presque de façon instinctive, et dont il faut tenir compte. Alors évidemment, Judas, lui, ne voyait pas la valeur perçue par Marie-Madeleine, et c'est la raison pour laquelle il se disait, non, mais comme nos socialistes aujourd'hui, non, mais l'argent, il faut qu'il soit équitablement réparti, parce que l'argent vaut pour lui-même, parce que l'argent a une valeur symbolique, une valeur par lui-même. Et donc, il faut qu'il soit équitablement réparti sur tout le monde. Parce que pourquoi n'en serait-il pas autrement ? Eh bien non, la réalité montre tout l'inverse. La réalité montre que vous avez une non-linéarité intrinsèque de la valeur dans l'économie. Vous avez des trucs dans l'économie qui sont fortement valorisés par les acteurs économiques
et ce de façon peut-être extravagante. Vous avez par exemple aujourd'hui, et je ferai une vidéo là-dessus, sur la résilience du luxe. Le luxe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contre-intuitivement, est extrêmement résilient. Vous avez eu les résultats des LVMH qui sont tombés ce mois-ci, en juillet 2022, et ils sont excellents. Alors que l'économie est dans une situation catastrophique, objectivement. Pourtant, les résultats des LVMH, du luxe, du pur luxe, sont excellents. Comment expliquer ça? Le luxe, c'est a priori, par définition, ce qui n'est pas nécessaire. Ce que vous faites vraiment, un peu comme Marie-Madeleine, vous utilisez du parfum. Ça ne va pas vous nourrir, ça va pas remplir vos besoins physiologiques directs. Mais ça remplit une valeur qui est symbolique, une autre valeur. Voilà. Et donc, je dirais que l'économie est faite entièrement de cette non-linéarité. Et donc, si vous voulez tout mettre à plat au niveau des prix, sans tenir compte de ces différences de valeurs qui sont parfois énormes, eh bien, vous faites du mal à l'économie. Parce que vous allez sous-valoriser de façon artificielle des choses qui sont fortement valorisées par l'humanité, de façon générale, et vous allez survaloriser des choses qui, au contraire, vous allez survaloriser en prix des choses qui, en valeur, sont sous-valorisées par l'humanité. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais être constructiviste, ou alors de façon vraiment très marginale, très ponctuelle. Il faut avoir une position naturaliste. Il faut tenir compte de ce qui est et non pas de ce qu'on voudrait qu'il soit. Voilà. Et ça, je pense que c'est assez important. Alors, après cette très longue introduction, et je m'en excuse, j'en viens au texte que j'ai écrit et qui me semblait intéressant. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est sur la spéculation. Le problème avec la spéculation, du latin speculari, observer, guetter, épier, regarder d'en haut, est qu'elle est souvent identifiée à des personnes qui n'ont que l'objectif de l'argent en tête et qui, de fait, faute de résonance avec une forme de vérité altruiste, généreuse, gâchent ses ressources, gâchent leurs ressources, se trompent lourdement parfois et nous font honte. Pourtant, la spéculation a une valeur sociale et, pourrait-on dire, humaniste. Il s'agit de créer un signal précoce, permettant aux capitaux d'aller là où il manque, afin de donner les moyens à la collectivité de créer des solutions dont elle a le plus urgemment besoin, dont le but de toute humanité, souffrir moins, être moins soumis aux aléas, être plus résilient. Aussi, la spéculation pure, autrement dit value, valeur, sans le filet de la concurrence faussée des grandes institutions financières proches des États, Goldman Sachs Co. et compagnie, Goldman Sachs Co. Cette véritable spéculation, qui assume tous les risques et tous les bénéfices si elle voit juste, est aussi garante de l'équilibre de l'économie, de ses justes proportions et, oserais-je dire, de sa beauté. Là où les capitaux sont trop nombreux, elle se retire, car le prix dépasse alors la valeur. Et là où les capitaux manquent, elle s'investit, car le prix est inférieur alors à la valeur. Ce rôle de précurseur, d'inducteur du signal, de guide, là est la noblesse, j'ose le dire, là est la noblesse du rôle du spéculateur, car ainsi, il le fait non pour l'argent seul, l'argent, cette fiction, ce symbole, mais pour la vraie valeur, la valeur, oserais-je dire, éternelle, l'amour et la générosité. Le mot est lâché. Il est très regrettable que la spéculation soit aujourd'hui associée aux grandes institutions qui, quand elles gagnent, se goinfrent, ce qui leur arrive régulièrement grâce à des délits d'initiés ou à des tromperies caractérisées vis-à-vis de leurs propres clients parfois, et quand elles perdent, obtiennent des États des aides payées par nos impôts. Je verrai donc bientôt, avec grande pitié et avec le sentiment de la justice, s'effondrer non seulement les États antipopulaires, mais aussi leurs supplétifs institutionnels, banques centrales, banques et investisseurs institutionnels, car ne nous trompons pas, le combat actuel est bien celui-là, l'orgueil et l'inefficacité du bloc étatique contre la justice et la précision du signal capitaliste. David contre Goliath. Bon, c'est un petit peu grandiloquent comme fin, et voilà, il y a un effet de style assez commun qui est la gradation, on va dire. Mais bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je souhaitais faire cette vidéo sur la spéculation parce que je n'aime pas
qu'on mette tout le monde dans le même panier. Tous les spéculateurs ne se valent pas. Et il y a des spéculateurs qui sont vraiment extraordinaires. Il y a vraiment des gens, je suis désolé, Warren Buffett, on en pense ce qu'on en veut, c'est quelqu'un qui pense droit. Alors, ok, il a des incohérences avec les démocrates et tout, ok, avec l'âge, il a aussi profité de certains initiés, mais globalement, sa morale, sa philosophie d'investissement, c'est quelque chose dont tout le monde devrait s'inspirer. On est sur la valeur, on n'est pas sur le prix, on n'est pas sur l'apparence et sur les modes, etc. On est sur du long terme. Bref, c'est quelque chose qui doit pouvoir parler aux gens. Vous avez aussi des gens comme Peter Schiff, comme Rick Rule, qui est sur plutôt le volet commodities, énergie, investissement en métaux, etc. C'est vraiment des gens très intelligents et que je respecte. Il faut que nous ayons confiance, et c'est ce pourquoi je fais notamment cette chaîne, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun autre contenu de ce type sur Internet. Et c'est ce pourquoi je me suis mis à le faire. Il faut être sûr de nos valeurs, il faut être sûr de la vérité que nous portons et de la justice que nous avons en nous, et qui fait que, oui, nous sommes des spéculateurs value, et oui, nous avons raison de l'être, et nous pouvons en être fiers. Voilà, je voulais finir là-dessus, sur ce message très clair. Abonnez-vous, ça fera du bien à la chaîne, vraiment ça aide beaucoup. C'est pas pour moi, c'est pour l'algo YouTube. Voilà, YouTube marche comme ça. YouTube va pas écouter mes vidéos et se dire purée, ce qu'il dit ce gars, c'est quand même vachement bien et tout. Non, YouTube, c'est ce qui l'intéresse, c'est juste les likes et les abonnements. Voilà, donc ça vous coûte pas grand-chose, c'est gratuit. Évidemment, si vous voulez donner, il y a Tipeee aussi, mais vous faites ce que vous voulez, moi j'y compte pas forcément, hein, je compte pas forcément là-dessus, je fais ça de façon altruiste et je fais parce que je le dois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, bons investissements à vous, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans une situation de transition, encore une fois, forte inflation, décroissance, vraiment situation exceptionnelle, je dirais, depuis les années 1930. Nous ne sommes pas en stagflation, qui est une stagnation et une inflation, nous sommes en récession inflationniste. Rendez-vous compte de la dinguerie du truc. Nous sommes en dépression économique, plus en inflation, donc en récession économique. Alors, je ne sais plus, les Américains ont un mot particulier pour dire ça. Enfin bref, je le trouve plus comme ça, je vous le retrouverai, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et donc, voilà. Tenez compte du fait que nous sommes vraiment dans un changement notable de cycle économique et qu'il ne faut pas être obnubilé et inconscient de ce biais qui est très puissant et que nous avons tous, et moi le premier, qui est le biais d'habitude, qui est le fait de se dire que ce qui a été depuis 30 ans devrait pouvoir se reproduire encore très probablement dans les 30 ans qui viennent. Eh bien non. Il y a des moments où, en effet, ce qui a eu lieu depuis 10, 20, 30 ans a été vrai, mais ne l'est plus. Voilà. Et il faut en tenir compte. Excellente journée à vous. Portez-vous bien. Salut.